essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut l'ami. On avait parlé, toi et moi, de cette rencontre-là, pratiquement secrète, entre la première ministre Christine Fréchette et plusieurs entrepreneurs. Puis là, il y avait là, tout un mystère entourant ça. On avait dénoncé ça d'ailleurs. On s'est dit, voyons, pourquoi c'est secret de même? Puis, tu sais, plus on veut garder secret, plus on m'émère, puis on en parle. Là, on a de nouveaux détails là-dessus. Ben, de nouveaux détails. Les nouveaux détails, c'est qu'on a beau chercher à savoir ce qui s'est dit, pourquoi cette rencontre a eu lieu, quels étaient les objectifs visés par ce fameux réseau QG100 et les quelques dizaines d'entrepreneurs qui étaient là. Ce qu'on sait, c'est que Christine Fréchette, Bisha Ngo de Investissement Québec, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et d'autres ont rencontré des entrepreneurs. Des choses ont été dites et on n'a pas le droit de savoir quoi. Clairement, il s'agit d'une forme de lobbyisme. Ça répond peut-être pas là, à la définition légale qu'on s'en fait, mais on a eu accès à la première ministre. On a tenté d'influencer son opinion, ses politiques, la façon dont elle alloue l'argent. Il y avait des personnes qui, d'ailleurs, détiennent les cordons de différentes bourses qui peuvent avantager ces entreprises-là, des secteurs industriels, les allocations de blocs d'énergie. Et étrangement, on n'a pas le droit de le savoir. Et puis, évidemment, l'espèce de novlangue légale qui nous est servi, c'est que les documents sont formés en substance de renseignements confidentiels. Donc, j'imagine que c'est confidentiel quand tu essaies de soudoyer une première ministre. Donc, ultimement, ce qui est un peu particulier, c'est que là, Christine Fréchette, comme ses prédécesseurs, que ce soit M. Fitzgibbon, que ce soit le Parti libéral qu'on a souvent accusé d'avoir des petits copains puis des petits amis, sauf une fois au chalet, a rencontré des entrepreneurs. Elle refuse de répondre aux questions des journalistes sur ce qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a dit, ce qu'on a essayé de lui faire décider. Et là, c'est comme toujours. Alex, tu connais l'effet Streisand, là, Barbara Streisand. Madame Streisand, il y avait des photos de sa propriété qui avaient été prises par un photographe, des photos qui avaient été mises dans une banque de données là, de milliers de photographes. La photo de sa propriété là, de Malibu, je crois, avait été téléchargée 6 fois. Et elle était dans tous ses états. Donc, elle a intenté une poursuite de 50 millions de dollars contre le photographe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est allé télécharger la photographie. Donc là, Mme Fréchette qui refuse de répondre aux questions sur les formes de lobbying qui s'appliquent à elle, sur les manières dont elle entend les entrepreneurs de manière privilégiée pour un peu détourner la politique publique québécoise, la politique de subvention québécoise, c'est en train de se transformer en ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pas de conflit d'intérêt, mais puisqu'on refuse de répondre aux questions, il y a apparence de conflit d'intérêt. On soupçonne que quelque chose d'un peu croche s'est passé derrière des portes closes. Et donc, on aimerait savoir, je veux dire, légitimement, on est en droit de savoir ce que la première ministre reçoit comme indication du milieu des affaires. Et c'est donc un peu particulier, je te dirais, à ce stade-ci, de continuer de s'entêter là, dans cette voie-là, surtout avec l'historique de corruption qu'on a au Québec là, depuis plusieurs décennies, de savoir que des entrepreneurs comme ça ont des accès privilégiés à des premiers ministres, à des décideurs comme Bisha Ngo, puis qu'on fait ça en catimini. Alex, moi, personnellement, ça me fâche quand même un peu. Mais c'est peut-être plus le fait, justement, de faire ça quasiment en secret, en catimini, que le geste lui-même. Parce que le fait, par exemple, que la première ministre soit à l'écoute du milieu des affaires, on l'a décrié même en disant, écoutez, là, combien là, d'entrepreneurs qui nous écoutaient en disant, regardez, là, on est très, très bon pour dérouler le tapis rouge pour des multinationales qui veulent venir s'installer ici, mais on n'encourage pas les entreprises québécoises. Si c'est juste ça qui s'est dit derrière les portes closes, il n'y a pas de problème. Mais dites-le. Je veux dire, mais là, clairement, c'est des documents confidentiels, puis c'est très secret, donc forcément, il y a eu une tentative de soudoyage, ou tu comprends ce que je veux dire? Ça, je pense que tu vas loin. Non, mais Alex, entre nous, là, laisse-moi t'expliquer. Il y a 20 entrepreneurs autour de la table, OK? Certains qui sont probablement rivaux entre eux, là, tu sais. Je pense pas qu'il y a personne de ces entrepreneurs-là qui est venu avec sa stratégie, ses états financiers, de manière totalement... Tu sais, 20 entrepreneurs de plein de secteurs qui s'assoient autour d'une table, ce que ça dit confidentiellement, c'est que ça aimerait avoir de l'argent, qu'on aimerait changer la réglementation, qu'on aimerait avoir des blocs d'énergie à peu de frais. Je veux dire,
entre toi et moi, je veux dire, la grosse stratégie confidentielle, là, on n'est pas en train d'acheter des sous-marins nucléaires à l'Allemagne, là, je veux dire, c'est des petites tentatives de biaiser l'opinion de la première ministre. Appelle ça comme tu veux, c'est de la corruption des esprits, si tu veux, mais franchement, comme tu l'as très bien dit, qu'elle aille à la chambre de commerce, qu'elle aille à des rencontres d'entrepreneurs, faites-le, mais ayez des observateurs, publiez les minutes, tu comprends? Bien sûr qu'il faut écouter, je suis un entrepreneur, je le dis 1000 fois, on a complètement arrêté d'écouter les PME québécoises depuis que la CAQ est élue, mais certainement que la manière qu'il faut le faire, c'est pas derrière des portes closes dans des petits clubs privés à siroter du champagne avec plein de monde qui sont payés pour donner des millions de dollars à des entreprises qui font faillite. Là, je veux dire, mais c'est pas la seule qui fait ça. Là. Mais justement, ils font tous ça. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas cynique envers la classe politique quand les libéraux ont un historique de corruption, puis on les remplace par des gens qui disent qu'ils vont être un petit peu plus au-dessus de la mêlée, puis qu'est-ce qu'ils font? À la première occasion, ben ils vont à la chasse à la perdrix, puis ils font des petits meetings dans des clubs privés. Je veux dire, je suis désolé, moi, ça me dégoûte de la politique, c'est des histoires comme celle-là. C'est pas... Puis c'est même préjudiciable pour les entrepreneurs légitimes, dont je suis, donc je pense qu'on est la majorité, qui veulent influencer, mais de manière ouverte, le pouvoir politique, et pas en ayant des petits privilèges, là, un petit peu serpentins, là, derrière. T'sais. Je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve un peu fâchant dans tout ça, tu t'es toi-même pogné avec l'ancien premier ministre François Legault. Puis en toute transparence, tu nous l'as dit. Alors voilà, un exemple à suivre. Un premier centre de données de Meta en Alberta. Oui, ben c'est une annonce qui a été faite hier, 13 milliards de dollars là, qui va être investi en Alberta par Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et tout, qui va donc créer donc ce premier centre de données en Alberta, un investissement massif de 13 milliards. Mais c'est intéressant qu'on décortique le 13 milliards finalement. Oui. Première chose, ben déjà, il y a la moitié de ce budget-là qui est des puces NVIDIA. Donc, grosso modo, on achète des puces ailleurs, puis on les emmène en Alberta, puis on les met là, dans des serveurs, des racks, etc. Ensuite, évidemment, il y a toute la conception logicielle, il y a la conception d'ingénierie. Tout ça est fait par Meta, donc c'est pas fait nécessairement par des Albertains. Il reste environ, au total, là, peut-être un 15 à 20% du budget qui va être le centre de données, le terrain, etc. Donc, tant mieux, là, c'est 2 milliards, tout le monde est content. Là, la question qu'il faut se poser, par contre, c'est que l'Alberta, déjà, n'a pas les quantités d'énergie comme nous avions jadis, puis le Québec est dans la même situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle centrale là, qui est prévue en lien avec ce projet-là, donc ça va essentiellement pomper des kilowattheures, des mégawattheures, des gigawattheures de la grille énergétique normale, et donc, clairement, ben, puisque la quantité est fixe puis que la demande va augmenter fortement, ça risque de créer un effet de rareté de l'énergie en Alberta, comme on le vit un peu au Québec ces dernières années, donc de faire augmenter les prix de l'énergie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on dit que ça va créer 3000 emplois, ce qui est très bien pendant la construction, mais à terme, on parle de 250 emplois, donc c'est somme toute rien du tout là, à l'échelle de la province. Donc, on annonce ça en grande trompe, c'est super excitant, mais à la fin, ce qu'on constate, c'est que ça va avoir un effet délétère sur la quantité d'énergie disponible pour plein d'autres projets industriels. On revient à pour les PME, pour des entreprises qui créent de la valeur, puis de l'emploi, puis de l'innovation locale, le tout pour nourrir des microprocesseurs dans un champ, là, tu comprends? Donc, je suis encore une fois toujours un peu sceptique de l'utilisation des centres de données comme vecteur de développement économique, dans la mesure où ça utilise une ressource très rare qui est l'énergie pour produire, somme toute, très peu de retombées économiques locales, autant en termes d'emploi, autant en termes de richesse. Évidemment, les profits, eux, sont tous centralisés chez Meta, chez Facebook. Donc, encore une fois, tu sais, le Québec est un peu en réflexion là, sur ces histoires-là. Je pense que ce qui va se passer en Alberta suite à cette annonce-là, puis surtout dans les 2-3 prochaines années, va vraiment nous servir un peu là, de microcosme, d'observatoire pour savoir ça vaut-tu la peine, finalement, de se lancer dans cette folie-là. Je n'en suis pas convaincu à ce stade-ci, Alex. Merci, Francis. On t'écoute à midi avec Isabelle. Sans faute.